déclarer que vous avez renoncé à votre intention, votre dessein d'arrêter M. Aboubakar Toumba Diakité parce que le président Dadis vous aurait dit qu'il entendrait faire venir la commission d'enquête internationale. Vous le confirmez? Bien sûr. Très bien. Alors, dites-nous, pourquoi ni vous, ni le président Dadis, personne n'a eu à déclarer cela dans son procès verbal, pour ne pas dire dans ses procès verbal. Vous n'en avez pas parlé, ni devant la gendarmerie, vous n'en avez pas parlé. Vous n'en avez pas parlé non plus devant les magistrats instructeurs. Pourquoi? Moi, j'avais déjà parlé. Est-ce que vous avez eu à parler de cela devant les gendarmes, devant les magistrats instructeurs, comme étant l'obstacle qui vous empêchait de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité dit Toumba? Est-ce que vous l'avez fait? Je l'ai parlé ici devant mon avocat, devant les poules. Je demande dans vos procès verbaux, est-ce que vous en avez parlé dans vos procès verbaux? J'avais parlé. Oh, nulle part, hein, vous n'en avez parlé. Nulle part. Alors, si ce n'est pas la dame, peut-être c'est eux qui n'ont pas mis. Moi, j'avais parlé ça. Alors, vous voyez, vous aimez inventer des choses. Ça n'existe nulle part. Et je voudrais que vos avocats, au moment venu, ensuite, le président Dadis n'en parle pas non plus. Pourquoi? Moi, j'ai parlé que pour moi. Alors, est-ce que la commission d'enquête a finalement été mise en place? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Et après la mise en place de la commission d'enquête, avez-vous procédé à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité dit Toumba, puisque c'était le seul obstacle qui vous empêchait? Vous l'avez fait? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Est-ce que dans ces conditions, et cet argument ne tombe pas de lui-même, il tombe ou bien il ne tombe pas? Ça ne tombe pas de lui-même. On continue. Voilà. Et vous avez eu à dire ici qu'un régiment est un ensemble de bataillons. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Vous avez eu également à dire qu'un bataillon est un ensemble de compagnies. Vous le confirmez? Reprenez la question. Vous avez déclaré qu'un bataillon constitue un ensemble de compagnies. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous avez dit qu'un... Alors, je vais vous demander ceci. Et puisque vous l'avez déclaré ici, vous confirmez au moins avoir déclaré ici hier et en prenant le contre-pied de M. Aboubakar Diakité qui disait que le régiment pouvait faire 400 hommes, vous avez dit que ça peut faire 1000 à 1500 hommes. Vous confirmez ça au moins? Puisque vous l'avez dit ici hier. Ou bien vous n'avez pas de réponse? Moi, je confirme ce que j'ai dit pour moi, je confirme. Voilà, très bien. Je peux dire ça peut être 1000 à 1500. Très bien. Alors, si le régiment qui était commandé par M. Aboubakar Diakité dit Toumba était composé de 1000 à 1500 hommes, pensez-vous que M. Aboubakar Diakité, dans ces conditions, n'avait pas l'essentiel de nos forces armées avec lui? Au niveau du régiment qui était au Calfea, au niveau du régiment de la présidence, ça c'est juste, mais pas la marine
Le BQG, le généraux, peut pas. Écoutez, je vais comprendre, hein, parce que vous êtes en train de dire que par le régiment qui était au niveau du camp Al-Fayha, voulez-vous nous dire qu'il y avait plusieurs régiments? Là, c'est une nouvelle thèse. Hein? Je dis que pas plusieurs régiments. Comme vous voulez, je veux savoir que vous avez dit que, donc il peut dire que son régiment, il commande toutes les militaires, c'est pas ça? Attendez, on va clarifier les choses. Vous dites que le régiment, Toumba a parlé du régiment, et lorsque l'un des représentants du ministère public revenait hier sur l'effectif du régiment, en vous disant que M. Toumba a eu à parler de plus de 400 hommes. Pour pouvoir balayer cela, puisque à chaque fois que Toumba parle, il faut que vous trouviez le contraire. Vous avez dit que le régiment était composé de 1000 à 1500 hommes. Dans ces conditions, alors, le régiment qui était au camp Al-Fayha, puisqu'on est en train de parler de ces régiments, hein, pas d'autres régiments. Ces régiments qui étaient au camp Al-Fayha à Diallo étaient composés de 1500 hommes. Ce que j'ai dit, ce régiment qui était là-bas, comme j'ai dit, un régiment, ça peut être de 1000 à 1500 hommes. Donc, au camp Al-Fayha Diallo, le régiment dont il est question, qui fait l'objet des débats ici, était composé de 1500 hommes, et ces 1500 hommes étaient commandés par M. Aboubakar Diakité Di Toumba. C'est ça, non? Ah, comme c'était lui qui était le commandant du régiment, lui, il peut connaître son effectif. Très bien. Dans ces conditions, vous pensez que M. Aboubakar Diakité Di Toumba, le jour où il a eu à tirer sur Dadis, pensez-vous que s'il avait sous son contrôle ces 1500 hommes, on pouvait se mettre à sa richesse? Pensez-vous que s'il avait ces 1500 hommes, il ne pouvait pas ce jour-là prendre le pouvoir? Pensez-vous cela? C'est possible ça? Ok. Je n'ai pas de réponse. Merci bien, mon cher. Continuez à ne pas avoir de réponse. Et vous savez qu'au camp Cameroun, il y a eu des policiers qui ont été tués, blessés à la suite d'un assaut de vos hommes. Vous reconnaissez ces faits, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous que tout le peuple de Guinée avait suivi ça? Vous le savez? Je n'en sais rien. Saviez-vous aussi, et vous l'avez dit ici, vous avez dit que vous étiez le porte-parole des forces armées. Vous le confirmez? J'ai été porte-parole lors de réclamations de notre droit. Oui. Quelles étaient les réclamations et dont vous étiez porteur? Quelles étaient ces réclamations? Je n'ai pas ces réponses. Très bien. Et je continue. Lorsque vous dites que vous étiez le porte-parole des forces armées relevant de quel camp? De tous les camps? De Conakry ou de la République de Guinée? La République de Guinée, puisque c'est tous les militaires qui ont répondu en même temps. De tous les camps de la République de Guinée? Bien sûr. Très bien. Savez-vous que nous avons connu en ce moment des bruits de bottes, des mutineries dans tous les camps? Vous le savez? Oui ou non? Je n'en sais rien. Très bien. Saviez-vous que le président Conté, on l'a vu sur le petit écran, c'était l'année à laquelle moi j'accédais à l'université, avec des soldats, des caporaux, dont vous faisiez partie à ses côtés, et vous étiez en train de lui demander le bulletin rouge. Vous vous rappelez de ça?
À présent, tout le peuple de Guinée s'y rappelle avec moi de ces événements douloureux. Vous vous rappelez de ça? Mon colonel. Pas de réponse. J'ai pas compris. Je dis, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, puisque vous disiez hier ici que c'est vous qui aurez sauvé le président, vous voyez que vous aurez sauvé son pouvoir. N'est-ce pas, en acceptant de vous mettre à la tête des mouvements, des mutineries, des mouvements qui ont consisté à déstabiliser le pouvoir du feu général Lansana Conté, vous ne pouvez pas être un pacificateur. Oui ou non? Non. Je continue. Vous avez eu également à déclarer dans le même élan, lorsqu'on voudrait vous présenter comme un saint, on vous a demandé que lorsque vous êtes venu au niveau du pont 8 novembre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que ce jour-là, vous êtes parvenu à passer là-bas. Il y a eu des tirs, plus de 1000 tirs d'armes à feu. Mais vous êtes parvenu à anéantir tous ces tirs. Et vous êtes même parvenu à ligoter certains d'entre eux, à les désarmer. Et il y en a qui seraient allés rencontrer le feu président général Lansana Conté pour dire que c'était un caporal, le caporal Pivi qui agissait ainsi. Vous confirmez ces propos? Vous les confirmez puisque vous les avez tenus ici hier? Je n'étais pas caporal, j'étais adjudant-chef. Voilà, adjudant-chef. Vous confirmez ça, ces propos-là que vous avez tenus ici hier? Mais je confirme que, effectivement, que j'ai été très bien. Il y a une question qui suit. Merci. Alors, savez-vous que lorsque vous venez trouver des forces loyales qui sont là pour une mission de service public, pour empêcher, parce que à cette époque à Conakry, personne ne dormait à cause des mutineries, et dont vous faisiez partie des meneurs, pour ne pas dire le principal meneur. Est-ce que vous saviez qu'en ce moment, mon colonel, est-ce que vous saviez qu'en vous comportant de la sorte, en attaquant ces forces loyales, savez-vous que c'était de la rébellion? Vous le savez? Je n'ai pas de en droit pénal, ça c'est un acte de rébellion. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, est-ce que celui qui pose un acte de rébellion peut-il être considéré comme un militaire républicain? Oui? Allons-y. Celui qui pose un acte de rébellion peut-il être considéré comme un militaire républicain? Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Continuez à ne pas avoir de réponses. Je continue. Savez-vous qu'à cause de ces actes de violence par lesquels vous vous êtes illustré, feu général Lansana Conté a été obligé de rappeler général Sekouba Konaté à l'effet de venir pacifier nos camps. Vous vous rappelez de ça? En lui confiant le commandement du bâtard. Vous vous rappelez de ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Tout le peuple de Guinée a vécu ça. C'est lui qui est venu pacifier nos camps. Voilà. Et dans ces conditions, vous, mon colonel, qui êtes parvenu à essuyer des tirs de tout genre, quels étaient vos secrets? Qu'est-ce qui vous permettait, pendant que d'autres tiraient sur vous, vous parvenez à essuyer ces tirs, à être imperméable aux balles? Et quel était votre secret? Je veux bien le savoir. Le tribunal veut bien le savoir. Le peuple de Guinée veut bien le savoir. Quel était votre secret? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, dans ces conditions, est-ce que on peut être étonné que mon commandant Bouakar Toumba Diakité parvienne à mettre en déroute
tout un contingent qui était dirigé par Dadis contre lui. Cela peut être extraordinaire pour vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. On continue. Alors, dans ces conditions, vous qui êtes parvenus à déstabiliser, vous qui êtes parvenus à vous illustrer aux yeux du peuple de Guinée, aux yeux des pouvoirs qui se sont succédés, à travers des actes de violence, est-ce que vous pouvez nous dire que si, après Dadis, et Général Sekouba vous a retenu au poste, et vous l'avez dit ici, au portefeuille vide de contenu, il vous a maintenu à ces portefeuilles. Après, le président Alpha Condé est venu, il a fait autant. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est à cause des actes de violence par lesquels vous vous êtes illustrés, les actes de violence qui ont eu à déstabiliser les pouvoirs de leurs prédécesseurs, qu'on a continué à vous maintenir, et non à cause d'une quelconque prouesse, et non à cause d'un quelconque héroïsme? Oui ou non? Non. On continue. Et lorsqu'un note est donné par un président de la République, il demande à un chef d'état-major: je voudrais qu'il y ait une réunion des états-majors particuliers et qu'au cours de cette réunion, il soit décidé que tous les militaires soient consignés et que cela débouche sur une décision. N'est-ce pas là une consigne générale, oui ou non? N'est-ce pas une consigne générale qui s'applique à tout militaire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Et si c'est une consigne générale, ça devient une décision, ça devient une loi qui a force à l'égard de tout militaire. Alors, dans ces conditions, puisque l'article 601 du Code pénal qui était applicable à l'époque était clair, disposait ainsi qu'il suit, est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Et cet article ne prévoit aucune exception. Si le président de la République viole cette consigne, est-ce qu'il n'aurait pas violé une consigne générale? Vous, en vous demandant de vous rendre à votre mission imaginaire, n'est-ce pas, le président de la République a violé cette consigne? Oui ou non? Non. Ok, je continue. Alors, lorsqu'un président donne un ordre et cet ordre est adopté en tant que consigne générale, s'appliquant désormais à tout militaire, c'est comme une décision de justice. Monsieur le Président, quelle que soit sa souveraineté, les membres de cette juridiction, quelle que soit leur souveraineté, dès lors qu'ils rendent une décision, cette décision s'impose à eux comme à toute autre personne. Alors, il en est de même en ce qui concerne une consigne générale. Dès lors que le président de la République lui-même, d'après vous, parce que lui, il ne l'a pas dit, dès lors que lui-même, il viole une telle consigne, donc il serait l'initiateur. N'est-ce pas, le président de la République, alors apparaît comme étant celui-là même qui était à l'origine du désordre même au sein de l'armée. Oui ou non? Non. Très bien, on continue. Est-ce que
vous savez que ce jour-là, M. Moussa Kegboro n'était pas planifié. Est-ce que vous savez que ces forces n'étaient pas planifiées? Vous le savez? Vous savez ça? Oui, j'ai vu, c'est bon. Vous savez que M. Moussa Kegboro et ses forces n'étaient pas planifiées, donc il ne devrait pas participer au maintien d'ordre prévu le 28 septembre 2009. Vous le savez? Mais depuis très longtemps, j'avais tout bien dit ça, que le colonel Tebro et ses hommes ont toujours avec la police pour les maintiens d'ordre. Mon colonel, savez-vous que la gendarmerie à l'époque était dirigée par le général Ibrahima Baldé en tant que chef d'état-major? Lorsque il y a une décision qui est prise, et je vais vous donner lecture de son PV d'audition en date du 26 juin 2013. Alors, dans ces PV d'audition, il a déclaré ceci. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que ici, parmi les forces de la gendarmerie qui étaient planifiées, est-ce qu'on a entendu parler ici des services spéciaux de M. Kegboro? Est-ce qu'on en a entendu parler? Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc ça veut dire que, en votre temps, alors chaque gendarme, chaque militaire faisait ce que bon lui semblait. Ça veut dire qu'au sein de la gendarmerie, on faisait ce que bon lui semblait. Est-ce que vous savez que M. Kegboro, en ce moment, alors relevait de la présidence et non de la gendarmerie? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, très bien. J'aime bien ça. Pas de réponse. Voilà. Êtes-vous d'accord avec moi que dès lors que M. Moussa Kegboro, n'étant pas planifié, ni lui et ses hommes, qu'en se retrouvant, en se rendant au stade du 28 septembre, qu'il a violé une consigne générale, au même titre que vous et le président Dadis? Vous êtes d'accord avec moi? Non. Très bien. Et lorsqu'on vous parlait ici, de l'autre côté, des noms, on a eu à parler d'un certain Bamba. Et on vous a demandé si vous connaissez Bamba Dolamou. Vous avez dit non, que Bamba que vous connaissez est Konyanké, il n'est pas Dolamou. Vous confirmez cela? Je confirme parce que je crois le nom, mais Bamba, j'ai bien dit que c'est un ami. Lui, voilà. Le lieutenant-colonel, il est vers le... Très bien, ça veut dire que les magistrats instructeurs n'ont pas entendu le bon Bamba. Merci pour cette réponse quand même. Hein? C'est pas le bon Bamba. Voilà. Savez-vous qu'un passeport est strictement privé? Un passeport. Vous le savez? Reprenez la question. Le passeport. Vous savez qu'un passeport est un document qui est strictement privé. Vous le savez au moins? Je sais, un passeport, c'est privé. Très bien. Alors, hier ici, la défense de M. Dadis a fait état d'un passeport comme étant une preuve d'un prétendu complot. Et en le faisant, est-ce que vous êtes d'accord qu'un passeport qui est strictement privé
peut être considéré comme étant la preuve d'un complot? Oui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, monsieur. Alors, est-ce que, puisque on veut produire ces passeports, on vous a dit dans quelles conditions ces passeports a été obtenu? On vous a dit ça? Ce passeport qui a été, dont la production est annoncée et qu'on ne voit pas encore. On vous a dit dans quelles conditions ces passeports auraient été soustraits? On vous l'a dit? Ça a été dit ici. Est-ce qu'on vous a dit dans quelles conditions? Il a dit seulement qu'il a le passeport. On vous a dit dans quelles conditions? Ça, je n'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'il vous a dit que c'est M. Aboubakar Diakité Ditumba qui lui aurait remis librement, de plein gré, ses passeports? Il vous l'a dit? Je n'en sais rien de ça. Est-ce que dans ces conditions, en faisant état de ces passeports, même s'il n'est pas encore produit, ne pensez-vous pas que ça c'est une manœuvre frauduleuse? Oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, nous attendons la production de ces passeports ici pour engager des poursuites pour des faits de soustraction frauduleuse. Voilà. Alors, reconnaissez-vous quand même que M. Aboubakar Diakité Ditumba a joué un rôle majeur dans l'avènement du CNDD au pouvoir? Vous le reconnaissez? Quelques missions. Lesquelles? Lesquelles? Ah, mais lui, il le sait lui-même. Non, mais s'il vous plaît, c'est vous qui dites quelques missions. Plusieurs missions. Quelques missions. Lesquelles? Quelques commissions. Lesquelles? Ah, je ne peux pas retenir ça. Je dis bien quelques missions. Savez-vous également que M. Marcel a eu aussi à jouer un rôle majeur, oui ou non? Tous ces jeunes-là, j'ai bien dit, c'est quelques missions que chacun a fait. Oui, lesquelles? Le peuple de Guinée a besoin de le savoir. Lesquelles? Moi, je ne peux pas déterminer les missions auxquelles ils ont fait. Très bien. Alors, mais eux, ils n'ont eu qu'à accomplir quelques missions. Mais ils avaient au moins, et en tout cas en ce qui concerne commandant Aboubakar Diakité Ditumba, lui il avait au moins un poste qui n'était pas une coquille vide. Vous le reconnaissez, oui ou non? Et vous dites que votre portefeuille était vide. Alors, entre vous et mon commandant, alors, qui a été le plus récompensé? Je n'en sais rien. Alors, est-ce que vos propos ici, tendant à faire croire que c'est vous qui aurez réalisé l'essentiel du boulot dans l'avènement du CNDD au pouvoir, est-ce que ces propos-là peuvent maintenant être convaincants? Oui? Est-ce que vous pouvez convaincre maintenant quelqu'un sur la base de tels propos? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'autant plus que vous qui aurez fait l'essentiel du boulot, vous avez eu un portefeuille vide et celui qui n'a presque rien fait, qui ne faisait qu'exécuter des commissions légères, celui-ci alors a eu au moins un portefeuille qui avait un sens. On continue. Et il y a eu des photos qui ont été brandies ici hier par la défense de Dadis. Ces photos-là, parmi ces photos, est-ce que vous vous êtes reconnu sur au moins 2 photos où vous portez des fétiches sur la tête? Laquelle photo? Ok, je vais vous aider parce que voilà.
ces deux photos-là. Vous voyez, non? Cette distance, je ne peux pas bien voir. Monsieur le Président, je peux me déplacer avec votre permission, puisque voilà, il n'est pas... Vous vous reconnaissez sur cette photo? Je suis là. Très bien. Et sur cette autre? Voilà, moi aussi. Ok. Vous voyez, vous portez des coris, des gris-gris, hein? Et il y a eu des personnes qui ont été vues au stade avec des coris, avec des gris-gris, dans ces conditions. Si vous êtes attrait devant cette juridiction, est-ce que vous ne trouvez pas cela normal? Vous ne trouvez pas qu'on est en train de vérifier, hein, si votre responsabilité est engagée par rapport à ce qui s'est passé au stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Alors, et il a été également question. Et il a été également question ici du déplacement du salon. La question vous a été posée ici de savoir est-ce que le président peut sortir sans le salon? Vous avez dit non. Vous le maintenez? Ah, pour moi, le salon, ils sont là. Quand le président se déplace, il se déplace avec le salon. Très bien. Alors, le salon est commandé par qui? Vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, si ces jours-là, le 28 septembre, est-ce que le salon s'était-il, oui ou non, déplacé? Le salon s'était-il, oui ou non, déplacé ces jours-là? J'ai bien dit que quand je suis venu rentrer sur le président, à la sortie, j'ai vu quelques-uns au salon. Donc, si le salon ne s'était pas déplacé, comment vous pouvez dire que M. Aboubakar Diakité Ditumba était au stade avec ses hommes, puisque le salon ne s'était pas déplacé? Je crois que ça a été l'une des questions, hein, de M. le procureur. Pourquoi pouvez-vous alors dire que M. Aboubakar Diakité Ditumba était au stade avec ses hommes? Question? Bien sûr. Ah, ça, je ne peux pas déterminer cela. Lui, votre client même a déclaré... Vous avez dit avec ses hommes. Mon client dit qu'il était là-bas seul. Votre client a bien déclaré ici qu'il a été au stade. Il a dit qu'il a été au stade. Il ne peut jamais marcher seul. Il sait qu'il a des hommes, il connaît. C'est ce que j'ai dit. C'est vous qui dites que le salon était en place. Et vous voulez donner raison à celui qui vous posait des questions. Vous avez dit que le salon était en place, tous les barrages étaient en place, et que c'était la preuve que le président n'était pas sorti. Et que M. Diakité se serait déplacé dans le vide. C'est encore vous qui dites que le salon s'était déplacé. Alors, qu'on m'en donne acte de vos contradictions. Vous avez eu à mener vos enquêtes, comme vous l'avez dit, voilà, puisque vous êtes un enquêteur de fait. Mais vous avez dit que selon les résultats provenant de vos enquêtes, il s'est avéré que M. Aboubakar Diakité Ditumba se serait rendu au stade. M. Marcel Guilavogui se serait rendu au stade. Et M. Moussa Tchegourou se serait également rendu au stade. Oui ou non? Vous l'avez dit ici. Les conclusions de vos enquêtes, c'était ça, non? Reprenez la question. Vous avez dit que les conclusions de vos enquêtes vous auraient permis de relever que M. Diakité s'est rendu au stade, M. Guilavogui s'est rendu au stade et M. Kamara Moussa Tchegou s'est rendu également au stade. Vous l'avez dit, non?
J'ai bien dit que, à travers les ministres qui se sont rendus au stade, il y avait le commandant Toumba, le capitaine Marcel, y compris le colonel Tebro était là avec ses hommes et la police. Voilà, donc c'est ça, c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Mais pourquoi alors, vous qui êtes le grand enquêteur, vous qui avez toutes les prouesses de traquer qui vous voulez, pourquoi alors vous n'avez cherché qu'à faire arrêter que M. Diakité? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? J'ai bien dit que je devais, pas lui seul que je devais l'arrêter, j'ai bien dit que je devais l'arrêter et lui et son adjoint, parce que les murmures ont donné que c'est eux qui ont été au stade. Mais pourquoi, d'après vos propres déclarations, vous n'avez pas mis à exécution vos menaces à l'égard des autres? Ce serait seulement, d'après vos déclarations, en attendant que M. Dadis soit là pour nous dire autre chose, mais en attendant, selon vos déclarations, alors vous serez allé rencontrer le ministre de la Défense. Après, vous serez allé rencontrer aussi le président Dadis. Et vous n'avez pas parlé des autres là-bas. Vous n'avez pas dit que vous avez pris la décision d'arrêter les autres. Pourquoi ça? N'est-ce pas, cela est sélectif de votre part? Oui ou non? Moi, je ne prends pas une décision à moi-même. Je dois me référer à mes chefs supérieurs, tels que le ministre de la Défense et le président. Attendez, je veux que vous répondiez à la question. C'est pas ce que j'ai. Monsieur le Président. Quelle est la question? Une dernière question. Bon, je sais pas. Je veux bien savoir le fait par lui, alors que ces enquêtes lui permettaient clairement de conclure que M. Diakité était au stade, M. Camara était au stade, M. Guilavogui était au stade. Pourquoi il n'a mis à exécution sa décision d'arrêter qu'à l'encontre seulement de Toumba, d'après ses propres déclarations? Vous avez compris la question. Je l'ai bien dit ici, si je veux revenir là-dessus, je l'ai bien dit ici, je dis que quand je suis venu voir le président, je l'ai expliqué au président la nuit, c'était maintenant la nuit, et quand je n'ai même pas fini de parler, et aussitôt Toumba est rentré, j'ai dit au président que bon, d'abord ce que je disais, à travers les murmures, que votre aide de camp doit être arrêté, et après aussi, et sa suite Marcel. Je l'ai bien dit ça. Pourquoi vous n'avez pas fait autant en ce qui concerne vous n'avez pas fait autres? pour Marcel et pour M. Ekeboro? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai bien dit que je devais les arrêter, c'est-à-dire surtout, principalement les deux, Toumba et Marcel. Je l'ai bien dit. Merci, Monsieur le Président, je comprends cette attitude. Ces jeunes recrues de Kalia étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le répondre avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre ces déclarations de Nabi et celles d'Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessés au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessés au camp après les événements du 28 septembre? Maître, vous avez même répondu à ma question. Okay. Vous avez répondu à ma question. Okay. Dieu merci. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer.
C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer, parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer, comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas. C'est la même question que je vous retourne, maître. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence, des recrues qui étaient en fête, il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous n'avez pas su leur présence ces jours-là? Non, maître. Ok, d'accord, on passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar, où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009, au camp, alors, commence notre présence à Kamsar, a instruit au commandant du camp militaire Claude Pivy de Bokeh de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba a tiré sur le président et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Bokeh. Est-ce que vous avez été brutalisé ou torturé lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp de Bokeh? Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie de Bokeh, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation. Parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le commandant adjoint du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur instruction des grands corps, on nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré et le lieutenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du Petit Palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas, lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer? Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Alzagblé, le sergent Alseniba, le caporal Antoine Milmouno, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Bouakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Comme Toumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes des corps et proches de Toumba
sont impliqués. Alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait de douleur dans la cellule. Tout le monde pleurait. Et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Kégboro, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Bégré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort s'en soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Bégré, comment Jeannot, Destin et Bégré sont-ils morts? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini d'échanger nos cordes en nous attachant de nouveau, Granco a instruit au chef de poste d'envoyer Jeannot, Destin, Bégré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés. Ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis. On avait la gorge chère. On était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot, Destin et Bégré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes 2 coudes derrière, on attache tes 2 pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou. Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Bégré pour qu'il crache le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Bégré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Bégré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Jeannot, Destin aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mami sont venus chercher leur corps, donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot, Destin et Bégré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps aux 32 escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux 32 escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Kégboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention aux 32 escaliers?
Jeannot Destin, Alceniba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagbe, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. Mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires alors, auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre? C'est la question, maître. Oui. Bon, maître, après toute ces lectures, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président à l'époque, qui sur moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire? C'est une déclaration d'une personne que moi, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok, et on va poursuivre au soutien de votre théorie des complots. Vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Voilà, et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok, et merci. par rapport à cette question, maître, Oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également, que ni têter votre patriotisme, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant,
quand on a amené le montant. Et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État. Et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés. Et j'ai surpris, effectivement, j'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors, n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère m'aide également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis encore une fois, je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas destiné. S'il vous plaît, M. Camara, c'est bon. D'autres questions. C'était le paiement d'une dette. Passez à une autre question, s'il vous plaît. Je continue. C'est la probité morale. Calmez-vous. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. Une autre question, maître. Très bien. Maître, c'est vous. Vous vous calmez, M. Camara. Dans l'esprit. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine, et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Kebourou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. OK. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture, donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence. Vous revenez sur la même question. Le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, je ne réponds plus à cette question. Ça, c'était sur la sortie de M. Selou Dalin. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Okay, merci, M. le Président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Voilà. Oui. Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. Oui, la nouvelle question. Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Selou Dalin pour l'extérieur
qui a fait l'objet des débats entre vous et monsieur le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Waouh. Et par rapport à ce que vous dites, oui, lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et, Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. Et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président. Je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en hommes libres. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé « Le CNDD, la transition et moi ». Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer. Tout le récit se trouve là. Vous pouvez employer tous les termes de titans. Ce qui reste clair, très bien. J'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite. Ça. Je n'ai pas refusé. Où est le problème? Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça n'engage que vous. Okay. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents, et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, jeu dans les yeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question.